Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et on commente l'actualité avec aujourd'hui Judith Weintraub. Bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Mathieu Cheng, directeur associé BVA Pôle Conseil. Bonjour, vous êtes le cofondateur du site Délit d'Opinion et vous avez publié La France en face, ce que les Français disent à leurs élites déconnectées aux éditions du Rocher. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Bonjour, on peut vous retrouver sur votre blog Vue du droit et on peut vous lire dans Causeur également, le magazine d'Elisabeth Lévy. Et puis Éric Joly, président fondateur du cabinet de conseil en communication Clé. Bonjour à vous. Pas mal de sujets. On va parler de Nicolas Sarkozy. Est-il victime d'un acharnement judiciaire? Les élèves français sont indisciplinés, les profs débordés ou trop laxistes. C'est le résultat, en tout cas, d'un sondage que publie le Parisien aujourd'hui où la France se classe pas très bien. Les profs disent qu'ils ont beaucoup de mal à maîtriser les élèves. Donc, est-ce qu'on a des élèves plus turbulents que les autres ou est-ce que ce sont les profs qui ne sont pas suffisamment formés? Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis Brigitte Macron, première dame qui se balade un petit peu partout en France. Certains s'interrogent sur sa neutralité, sur son engagement. Mais on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Judith, on commence avec vous. Oui, c'est un coup de cœur, enfin si on peut dire. C'est en tout cas un bravo à Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui lance un plan contre l'excision. Il y a, d'après les statistiques officielles, 60 000 femmes excisées actuellement en France. Ça ne veut pas dire qu'elles sont excisées chaque année. Certaines sont arrivées excisées. Il y en a 200 millions environ dans le monde. C'est une abomination totale. Il est bien temps de s'en occuper. Alors apparemment, mais comment? Parce que c'est la question que j'allais vous poser. Oui, parce alors apparemment, c'est surtout à visée diplomatique. Et moi, je me demande jusqu'où la France est prête à aller, sachant que de mémoire, Emmanuel Macron, lors d'un voyage à Ouagadougou, me semble-t-il, avait parlé de conditionner l'aide au développement de la France aux pays qui lutteraient contre l'excision chez eux sur leur territoire. Donc j'aimerais bien que ça. Apparemment, c'est pas. Il est encore question d'agir sur le plan diplomatique, mais j'attends des précisions. Mais en tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens, mais on peut se poser. Alors Sylvain nous dit, Schiappa s'occupe de tout et de rien. On peut se poser la question des paroles et des actes. Oui, on peut se poser la question, mais au moins les paroles sont là. Au moins les paroles sont là et effectivement, elle dénonce ce scandale absolu qu'est l'excision. Régis. Mon coup de cœur, mon coup de gueule. Vous voulez réagir, non, à ce que vient de dire Judith? Je pense que par rapport à ce que vous dites de quelle solution, il y a l'effet d'annonce politique, etc., qui est un petit peu agaçant, mais je pense qu'il y a une réponse pénale qui doit être très ferme chez nous, et il y a eu des procès, mais pas beaucoup, alors qu'on sait que c'est une pratique qui à certains endroits, est quand même régulière. Régis, si je me rappelle bien, excusez-moi de vous interrompre, le Conseil d'État a mis beaucoup de temps à considérer que c'était pas une pratique culturelle parfaitement respectable parmi d'autres et à condamner effectivement cette pratique. Il a mis du temps, oui. Déjà qu'on va dire pas mal de mal des magistrats aujourd'hui, on va peut-être laisser ceux du Conseil d'État un petit peu en paix. Il n'y a pas de raison. Allez, d'accord, il n'y a pas de raison. Non, je suis d'accord. C'est toujours cette contradiction entre un fait de culture, mais enfin, faut être sérieux, quoi. Faut être sérieux. Je me rappelle d'un bouquin du correspondant du Monde au Caire en 1980-81, qui avait fait un livre après là-dessus et qui racontait tout ce qui se passait. Je veux dire, c'est une très vieille histoire et on a beaucoup de mal à dire stop, allons-y. Aucun fait de culture historique, de pratique qui porte atteinte à l'intégrité physique ne peut être admis. Parce que sinon, on va expliquer que la peine de mort, c'est un fait de culture, que tel ou tel comportement est un fait de culture. Ça ne peut pas être... Ou les homosexuels du haut des immeubles, etc. Donc... Allez, votre coup de gueule, Régis? Mon coup de gueule. J'en avais un ce matin et puis hop, il se trouve que c'est un des sujets. Ça tombe bien. Oui. Alors je vais avoir... Pour me rattraper, j'exige un coup de gueule et un coup de cœur. Ce sera très rapide. Le coup de gueule, c'est contre le Crédit Mutuel et la cagnotte Litchi dans l'affaire d'Étinger. Je veux dire...
donner de l'argent à une cagnotte pour aider la famille d'Ettinger et payer les frais d'avocat, c'est parfaitement légal. Aujourd'hui, cet argent, il y a plein de gens qui ont versé, j'en fais pas partie, mais le refus de les donner, le refus de respecter ses propres engagements initiaux, ça s'appelle en droit français de l'escroquerie. Alors j'espère que sur le plan marketing, ça va le faire le plus mal possible, mais il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Le listing a été donné sur réquisition judiciaire, Litchi ne pouvait pas faire autrement, et tous les gens ont été convoqués parce que beaucoup ont déposé des plaintes. C'est donc il y a une instruction, une enquête préliminaire sur l'escroquerie commise par Litchi. Pour moi, à mon avis, moi en tant que juriste, je vous dis que l'infraction est constituée. Parce que juste une précision, on a vu beaucoup d'indignation sur ces gens qui étaient alors convoqués, je ne sais pas si c'est le bon mot, par la police, mais ils le sont parce qu'ils ont... C'est normal, ça. C'est normal. Oui, ils sont entendus dans le cadre de l'enquête pour savoir normal. Justement à quel titre ils ont versé cet argent, dans quel cadre ils estimaient que ça devait être utilisé. Mais comment donc il va y avoir un procès ? Je ne sais pas du tout. J'en serais éminemment surpris. Donc non, comme on me demande parfois mon avis là-dessus, tous les gens s'étaient indignés. J'ai dit non, attendez, donc c'est votre coup de gueule et votre coup de cœur ? Non, le coup de cœur, c'est bon, tout le monde le fait, c'est la série Tchernobyl qui était tout à fait extraordinaire. C'est vrai que c'est une excellente série. Là, j'invite tout le monde à se précipiter sur ce truc que j'ai vu il y a 48 heures, parce que j'ai enchaîné les 5 épisodes. C'est magnifique. Réaction à ce que vous disiez, Judith. Occupons-nous d'abord des femmes qui meurent chaque jour sur les coups de leur mari. Et un autre auditeur qui nous dit arrêtez de vouloir transformer, même si elles sont ignobles, les coutumes dans les pays africains. Je suis en désaccord radical avec ces deux réactions. Si vous me permettez, on peut faire en même temps. Alors, pour le coup, on peut faire en même temps. Être disruptif. On peut être disruptif. Et on peut aussi avoir une position qui fait qu'on décide de ne pas commercer avec des gens qui ne respectent pas des règles qu'on juge nous indignes. Mathieu. Oui, alors moi je ne sais pas si c'est un coup de cœur, un coup de gueule ou un coup de chapeau avec un peu d'ironie. Moi je suis frappé par la capacité qu'a le gouvernement à pilonner son socle électoral avec la bénédiction de ce dernier. Je veux bien sûr parler de la réforme de l'assurance chômage. Toile de fond, il y a 30% des cadres qui ont voté pour Emmanuel Macron aux européennes. Et l'assurance chômage prévoit une dégressivité, notamment au bout de 6 mois, qui va faire que les chômeurs auront 30% de moins d'indemnité. Entre le moment où ils travaillent et le moment où ils sont au chômage, 6 mois plus tard, c'est 50% de moins. Alors bien sûr, je pense que le gouvernement a raison et beau jeu de dire que le taux de chômage des cadres est de 5%. Simplement, il faut juste savoir, ça me concerne moins, mais que des gens qui sont cadres, qui ont 50 ans, la proportion de ceux qui sont en chômage de longue durée est 20 points supérieure à la majorité des Français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des gens un peu plus âgés qui sont des cadres, retrouver un emploi, ça ne se fait pas en 6 mois. Au-delà de ça, je suis quand même fasciné par la capacité qu'a ce gouvernement à taper sur son socle électoral. On l'a dit avec l'assurance chômage, on pourrait le dire aussi avec des sujets comme la PMA, comme la légalisation du cannabis. Le centre de gravité aujourd'hui du socle électoral de la République En Marche est à droite, et pourtant, ils arrivent peu à peu à aller sur des réformes qui vont à l'encontre plutôt à gauche. Qui sont plutôt à rebrousse-poil. Et donc, à un moment donné, il va se poser la question, est-ce qu'on peut jouer sur les deux tableaux et combien de temps ? C'est tout le pari du en même temps. Ils se sont fortement déportés par rapport à l'ambition initiale, sont fortement déportés sur la droite au cours des 2 premières années. Ils essayent de reconquérir une certaine base sur le centre-gauche, disons, ou la gauche, ce qui n'est pas forcément malhabile si on considère que, dans la perspective d'élection présidentielle, il peut très bien y avoir une 3e personne qui termine 2e avant le président de la République, s'il n'a que de l'électorat de droite. Et on peut tout gagner et tout perdre. C'est-à-dire qu'il peut perdre aussi ce socle de droite. Il faut trouver le point d'équilibre. Pour que le socle de droite, pour que les électeurs d'Emmanuel Macron qui viennent de la droite y retournent, encore faudrait-il qu'il y ait une droite. Pour le moment, c'était ce que j'allais dire. Moi, j'ajouterais 2 toutes petites choses. Premièrement, il a eu 10%, malgré un engagement considérable dans la campagne, il a eu 10% des inscrits. C'est pas lourd. C'est vrai pour les autres. Oui. Il faut arrêter attendez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 ans, sur une élection qui était très politique, qui était un référendum sur Macron, il y a 5 ans, la moitié de la population française qui n'y a pas
pas été. Non, je dis pas. Je dis, pour l'instant, ce socle, ce noyau dur, c'est 10%. Hein. Bon, c'est ma première. La deuxième observation, c'est que effectivement, les vieux avaient voté pour lui, pas moi. Hein. Les autres vieux. Vous êtes jeune. En 2017, moyennant quoi, CSG et compagnie. Ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. La droite a peuré, le parti de l'ordre reviendra quoi qu'il arrive. Donc là, ils vont. Moi, je suis très content parce que j'attends ça avec impatience. Tous les cathos de la MPT, de la Manif pour tous, etc. Hein, ils vont avoir la PMA. Après, ils auront la GPA. Ils auront tout. Hein, et pourtant, ça les a pas empêchés d'aller voter en masse. Ils ont voté. Et effectivement, ce sont des confrères de l'IFOP. Ce qui est très étonnant quand on regarde les catholiques pratiquants. Entre la liste Bellamy, qui incarnait pourtant un catholicisme, et la liste La République En Marche, ils ont voté pour une majorité relative à quasiment 40% pour la liste de la Renaissance versus la liste de Bellamy. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec la PMA. Et donc, il y a un moment donné, on va se poser la question comment l'équation peut être durable sur le long terme. Ah oui, il y a aussi le problème de l'euthanasie. Non, mais moi, alors là, je vais boire du petit lait. Ce sera bien fait pour eux. Alors, il y a juste une précision. Il y a une fraction d'électorat catholique, aussi d'électorat musulman, d'ailleurs pour les mêmes raisons, aussi d'électorat juif, enfin d'électorat croyant dans son ensemble, qui est absolument contre l'extension de la PMA. C'est pas représentatif. Les sondages stricto sensu sur la PMA le montrent, de l'électorat catholique, si tant est qu'il y en ait en France. Tout à fait. Ça montre que la dimension économique dans le vote d'une partie de l'électorat de droite et notamment des cadres est plus importante que le reste. Et c'est sans doute l'erreur de Wauquiez d'avoir cru que c'était uniquement des problèmes identitaires et sociétaux sur lesquels il fallait se démarquer. Mais si je peux me permettre la dimension économique, quand on prend l'exemple des cadres qui vont perdre leur porte-monnaie. Si je prends l'exemple des retraités qui ont perdu avec la CSG, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'a dit Judith Wenbrood, c'est l'incapacité à avoir une alternative crédible fait que c'est soit la République En Marche, soit le néant pour eux, ou ce qu'on appelle le Front National. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative possible. Est-ce que ça veut dire qu'un choix par défaut peut durer jusqu'en 2022 ? C'est la vraie équation, c'est la vraie question. Ceci étant, moi je partage votre avis sur les 6 mois. Pour des cadres, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, parce que la difficulté de retrouver un emploi... Moi, je suis plutôt partisan de la dégressivité, mais pas sur 6 mois. Je trouve que c'est très sévère. Juste un mot avant de vous donner la parole, Éric Julie. Pat nous dit c'est honteux, ces convocations, à croire que les citoyens ne sont plus libres, en référence à Détinger. Les convocations qui ont été faites, c'est au contraire. Ils ne sont pas convoqués pour être mis en examen, ils sont convoqués pour expliquer, dans le cadre de cette enquête, pourquoi ils ont donné à la cagnotte. Exactement. Et donc, ils vont dire on a donné pour la défense de Détinger et non pas pour un gâteau d'anniversaire. Et je vous confirme que moi, j'ai eu des retours. Moi, j'ai dit, racontez-moi, grâce au réseau et tout, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on leur a exactement posé ces questions. Ils sont entendus. Etc. Ils ont été entendus en audition libre, en titre de témoin, et je trouve ça logique, je trouve ça plutôt positif que ça se soit passé. J'étais persuadé que ça ne se ferait pas. Donc... Allez, on va se retrouver dans un instant avec le coup de gueule d'Éric Julie et puis le mien aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. On continue de débattre sur Sud Radio avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis en compagnie de Judith Weintraub, Régis de Castelnau, Mathieu Cheng et Éric Julie. Éric Julie, votre coup de gueule concernait ? Alors moi, mon coup de gueule, c'est à propos de l'hypocrisie de la société française en ce qui concerne le traitement différencié du cannabis et de l'alcool. C'est-à-dire qu'on est là à s'interroger, à juste titre d'ailleurs, sur le fait de savoir si le cannabis doit être ou pas légalisé, quelle forme de cannabis, si c'est dangereux ou si c'est pas dangereux, si ça risque de compromettre la santé mentale Alors que parallèlement, on a plutôt atténué la lutte contre l'alcoolisme et contre les phénomènes liés à la consommation d'alcool, alors qu'on sait parfaitement que l'alcool est extrêmement dangereuse. Il y a une véritable cécité de la société française, à mon avis, à l'égard de l'alcool et de ses méfaits. C'est plus de morts que les accidents de voiture, par exemple, et sur leurs conséquences à long terme. Et donc, je m'interroge sur ce comportement, cette myopie qu'on a à l'égard de l'alcoolisme. Il y a quelques explications qu'on voit bien. Néanmoins, je pense qu'on est à l'égard de l'alcool dans le même état où on était après la Seconde Guerre mondiale à l'égard du tabac,
où on expliquait que c'était plutôt positif et que ça virilisait. Notre ministre de l'Agriculture lui-même parlait de... Oui, dire que l'alcool c'était différent, que le vin c'était différent. C'est vrai que c'est différent. Moi, je trouve pas du tout que ça doive être mis sur le même plan. Il n'y a pas d'usage, que je sache, gastronomique, ou en tout cas vous avez équivalent. Pas goûté les gâteaux au chocolat des années 68. Non, moi ce que je ne comprends pas, c'est d'aborder le sujet d'un point de vue économique. Oui, parce que ce sont des économistes, j'ai vu ça hier, ce sont des économistes qui ont conseillé Emmanuel Macron de légaliser le cannabis. C'est ce qu'on appelle le CE, le Conseil d'analyse économique, qui est rattaché à Matignon, d'ailleurs, exactement, et qui du coup aborde le sujet d'un point de vue pragmatique, selon la loi du marché. En disant il faut légaliser pour pouvoir, avec les profits, investir dans la lutte pour la prévention. Exactement. Donc ils disent, en gros, on est à 2,8 milliards, on serait à 2,8 milliards à peu près de revenus dans les caisses de l'État. Mais j'ai envie de dire, pourquoi s'arrêter au cannabis si ça rapporte de l'argent? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur l'héroïne, la cocaïne? Ça peut rapporter de l'argent. La traite des êtres humains, ça peut rapporter aussi de l'argent. Donc je suis caricatural, mais je trouve que cette manière d'aborder le sujet, d'un point de vue économique, moi, me heurte profondément. On ne va pas tout soumettre à la loi du marché. Ils contrebalancent leur analyse en disant que la situation actuelle favorise la criminalisation, est dangereuse du point de vue sanitaire parce que se vend n'importe quoi, etc. Il y a aussi ce volet-là. Moi, je voulais vous faire écouter un extrait de d'une enquête de Quotidien, de l'émission Quotidien hier de Yann Barthès, qui est allé à Saint-Denis, où il y a des riverains, des parents qui se mobilisent autour d'une école. Écoutez, la chaîne humaine. Non. Écoutez. Tous les jours, on entend des cris et des hurlements pendant qu'on fait cours. C'est aussi dur parce que nos élèves peuvent se retrouver au milieu de ces histoires-là, de règlement de compte, etc. Vous dites quoi à vos élèves quand on entend ces cris-là en cours? Mais nous, on essaye de leur dire que ça ne débouchera pas, que ce genre de choix et de problèmes, il vaut mieux s'en tenir à l'écart, etc., que ça ne débouche sur rien au niveau à venir. Après, c'est sûr que ce qu'on leur offre, c'est quand même, certains disent c'est 80 € la journée avec tout repas compris. C'est sûr que c'est difficile pour les jeunes. Et donc, je voulais vous faire écouter ce qui a déclenché en fait la mobilisation de ses parents. Ça fait 2 ans que ça dure. C'était quoi l'élément déclencheur pour vous là de protester aujourd'hui? En fait, il y a eu une intrusion et du coup, on s'est rendu compte effectivement. Il y a une intrusion où les dealers étaient rentrés avec la marchandise à l'intérieur de l'école. La stratégie aujourd'hui n'est plus de planquer dans des maisons. Apparemment, ils planqueraient depuis un moment dans l'école puisque effectivement c'est une zone, ils sont hyper intelligents et organisés. Voilà, et les images étaient absolument sidérantes parce que vous avez entendu ce hurlement. En fait, c'est un guetteur qui prévient de l'arrivée de la police, donc qui hurle et qui prévient ceux qui sont en train de dealer un peu plus loin, donc devant les caméras, avec la voiture de police qui arrive. Et donc, on apprend que en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, de la drogue est cachée dans les écoles. Donc, ça va nous ramener à notre sujet tout à l'heure de l'autorité. On imagine. Oui, parce que c'est pas un problème de légalisation. Même si c'était, imaginons, légalisé, je ne pense pas qu'elle serait pour les moins de 18 ans, par exemple. Imaginons que ce soit légalisé. Moi, il y a un sujet que je ne comprends pas. Pourquoi il y a toute une partie d'une jeunesse défavorisée qui devient guetteur et qui deal du shit? Parce que c'est précisément parce que c'est dans une zone grise que ça ramène du cash et parce que c'est interdit. Demain, ouvrez des coffee shops et dites à un jeune d'être payé le SMIC pour pouvoir vendre du shit. Est-ce qu'il va le faire? Non, ça va juste déplacer la zone grise du cannabis vers la cocaïne ou l'héroïne. Donc je ne comprends pas cette manière de penser, d'imaginer que des dealers aujourd'hui vont ouvrir leur petit coffee shop et gagner leur SMIC parce que, au fait, ça aurait été légalisé. Oui, je voudrais dire là, c'est quelque chose la situation en elle-même. À propos de la drogue. Le problème, c'est une catastrophe mondiale. Je veux dire, une catastrophe mondiale. Duterte est élu, et puis depuis, il fait tuer sans procès tous les dealers, tous les trafiquants, etc. J'ai vu un reportage sur une ville américaine qui est dévastée par la drogue, les psychotropes, etc. Dévastée. Je veux dire, c'est une ville de zombies. Aujourd'hui, la prohibition, on sait que ça marche pas. On sait que ça marche pas, ça produit de la criminalité, on l'avait vu avec l'alcool, ça produit de la criminalité, ça produit
des économies parallèles, etc., etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si, je ne sais pas si on touche à un système, vous avez la moitié de ces 30% de quartiers qui sont perdus aujourd'hui, qui vivent plus, quoi. Et sur quoi ça va déboucher? Je pense qu'on est confronté à un sacré défi. Et lorsque on a beaucoup critiqué Trump à propos de son mur, mais son mur, moi j'ai été voir, je me suis informé, pourquoi il veut ce mur? Parce qu'il y a les questions d'immigration, mais aussi parce que cette frontière est totalement pourrie par la drogue. Vous avez une violence de folie intégrale. Là, vous faites quoi? Vous faites un mur en Seine-Saint-Denis? Oui, non, mais lui, ce qu'il dit, il dit avec peut-être on entoure la Seine-Saint-Denis d'un mur. Mais non, mais il dit avec mais on ne parle pas de cette région qui est complètement dévastée. Je ne sais pas si vous avez vu les films qui s'appelaient, je sais plus, enfin peu importe. Je veux dire, la violence au Mexique. Ma fille a fait des études 2 ans à Monterrey. Elle m'a dit, depuis, elle a toujours des relations avec des amis, etc. Elle me dit, mais c'est fini, c'est invivable. Les familles sont parties, les enlèvements, les morts, etc. Et de l'autre côté, c'est en train de venir. Non, je pense qu'on a une vraie... Moi, j'ai pas de solution. Hein. Attention, non, mais j'ai pas de solution non plus. Mais vous dites la prohibition ne fonctionne pas. Pour l'instant, la seule chose qu'on ait essayé en France avec le deal, le petit deal, c'est l'impunité. Ouais. C'est pas du tout la prohibition. Non, ça a été dépénalisé, c'est vrai. Ça a été dépénalisé. Mais là, ce qui se passe, c'est dans les faits. De facto, mais dans les faits, là, ce qui se passe dans cet établissement, donc le centre scolaire Hugo Balzac à Saint-Denis, ça fait 2 ans que ça dure. Je veux dire, comment on tolère ça? Comment on accepte qu'il y ait de la drogue, ce que les parents témoignent, qui était cachée dans un établissement scolaire. Donc ça veut dire qu'il y a une impunité, et les parents racontent très bien ce que racontait un peu l'enseignante, comment on leur donne à des petits 4 euros pour aller chercher un sandwich, 8 euros pour faire ci, et petit à petit on les... Voilà. Mais on va revenir sur les élèves français et les profs qui n'arrivent pas à les tenir en place. Près de 10 minutes seraient perdues chaque jour en moyenne, par heure de cours par les profs, juste pour le maintien de la discipline. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On va reparler donc de nos profs qui ont bien du mal à maintenir l'ordre dans leur classe. Mais parlons d'abord de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il est, selon vous, victime d'un acharnement judiciaire? Vous savez qu'il va être jugé pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. La justice donc a validé son renvoi. Ses avocats ont posé plusieurs recours et donc il va être jugé devant le tribunal correctionnel, poursuivi notamment pour la corruption d'un haut magistrat de la Cour de cassation, à qui il aurait promis des faveurs en échange d'informations dans l'affaire Bettencourt. Une affaire qui, moi, me pose des questions, et Judith, vous les posez aussi. Déjà sur la base de ces écoutes, puisque tout est parti d'écoutes qui ont été faites pour autre chose. Et on a entendu Nicolas Sarkozy converser avec son avocat, et c'est à cette occasion-là que s'est déclenchée donc cette enquête. Alors ce qui est très étonnant, c'est que dans le renvoi, en fait, la justice se défausse sur le tribunal correctionnel en lui disant à lui de voir si effectivement on pouvait ou pas se servir de ces éléments saisis au travers des écoutes, sachant que la Cour européenne des droits de l'homme considère que, précisément, ne peut pas utiliser le contenu d'une conversation entre un avocat et son client contre le client en question. On peut contre l'avocat, et Thierry Herzog est aussi poursuivi. Donc, au lieu de trancher, on refile le bébé en correctionnel et on verra bien. Tout ça est assez étonnant dans cette histoire. Oui, alors, signaler que c'est un ancien président de la République. Alors, Jacques Chirac, lui, avait été aussi poursuivi devant un tribunal correctionnel. Mais là, mais là, c'est quand même très particulier. C'est effectivement... Si je puis dire, il y a 2 sujets. Il y a le fait qu'un ancien président de la République soit poursuivi. Puis il y a la manière dont les éléments de preuve auraient été obtenus qui pose un problème de principe. Il y a un 3e aspect qui est quand même que je trouve qu'il est bon que toutes ces affaires qui sont déclenchées trouvent à un moment ou à un autre un aboutissement devant les tribunaux. C'est à la justice de trancher. Mais cette situation où il y a 11, je le disais encore en venant ici, 11 procédures en cours à l'égard ou à l'encontre de Nicolas Sarkozy, qui dure depuis qu'il n'est plus président, c'est-à-dire que maintenant ça fait 7 ans. Je trouve que cette situation, on ne juge pas, où on annonce, où
où on met en examen mais où on ne juge jamais, est une situation extrêmement malsaine du point de vue du fonctionnement de la justice. Je suis heureux que Balkany ait finalement été jugé. Je ne sais pas ce que sera la décision, et je ne sais pas le dire, mais le fait qu'il ait finalement été jugé, et je regrette que, je n'ai pas d'avis non plus sur le fond, mais je regrette que François Fillon ne soit toujours pas jugé, parce qu'il va l'être. Il va l'être. Mais en revanche, François Bayrou ne le sera pas pour exactement les mêmes choses. François Bayrou ne le sera pas pour exactement les mêmes choses. Et Marine Le Pen, si, en revanche, elle aussi est renvoyée. On l'a saisi ses fonds, etc. Voilà. Et puis... Jean-Luc Mélenchon est plaqué au sol, il a eu 17 perquisitions le même jour, etc. Oui, enfin ça, sur les perquisitions... Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy traîne un certain nombre de suspicions. Il est toujours présumé innocent, parce que je vois un auditeur qui nous dit, concernant le sujet, Nicolas Sarkozy pris la main dans le pot de confiture. Il faut un moment passer à la caisse. Les casseurs sont les payeurs, comme certains aiment à justifier les pots cassés. Sauf qu'il est toujours présumé innocent, qu'il n'y a pas eu de procès. Absolument. Donc la main dans le pot de confiture, il faut le prouver qu'elle était dans le pot de confiture. C'est Michel Rocard qui avait prononcé une parole historique à propos de Laurent Fabius et du sang contaminé, en disant s'il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'acquittement. À propos, l'appartement du fils Fabius, on en est où? Alors, le Kader Arif, on en est où? Alors, il y a Benalla, vous direz certains. Non, mais il y a 2 points. Il y a le premier point, c'est que moi, je mets en parallèle un chiffre, moi, qui m'a toujours marqué. 80% des Français sont convaincus que les hommes politiques sont corrompus. Ouais. Vous avez un autre chiffre, moi, qui m'intéresse. Un élu, un maire sur 2, ne souhaite pas se représenter au municipal de 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces affaires, qui je pense sont extrêmement minoritaires, elles entachent toute une série de politiques, souvent bénévoles, qui aujourd'hui sont jetés aux gémonies parce qu'au fait, il y aurait à la tête de l'État, où il y aurait certains politiques qui auraient dévoyé la fonction. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse tous collectivement attention à ne pas donner le sentiment, ou à pas nourrir ce sentiment déjà suffisamment partagé, que tous les politiques sont pourris. Je suis entièrement du coup d'accord avec vous sur le fait que lorsqu'il y a des instructions, il faut que ça aille à son terme. Et moi, je suis heureux, à titre personnel, qu'à un moment donné, si à un moment donné il y a un halo de suspicion, qu'il puisse y avoir une instruction, et puis que la juridiction correctionnelle juge ou pas qu'elles doivent intervenir et peut-être éventuellement condamner Nicolas Sarkozy. Bon. Dernier élément, et malheureusement, ou heureusement, je ne suis pas juriste, je trouve que ce sujet-là ne va faire que renforcer le rapport haine-amour envers Nicolas Sarkozy. Souvenons-nous qu'il demeure une des personnalités politiques préférées. Il arrive en deuxième position derrière Nicolas Hulot. Exactement, des personnalités politiques en France et bien sûr des personnalités politiques du centre et de droite. Donc je suis convaincu qu'auprès des fans de Sarkozy, les affaires et même une condamnation ne vont rien changer. À l'inverse, ceux qui critiquent Nicolas Sarkozy pour plein de raisons qu'on n'a pas à juger ici vont trouver ici une raison supplémentaire de cliver de manière encore plus fortement. Certains crient à l'acharnement judiciaire avec des éléments et d'autres disent prison directe, quoi. Alors, Régis. Deux préalables. Non, absolument. Deux préalables, parce que je vais un peu casse-pied là. Premièrement, argument d'autorité. D'accord? Je connais tous les protagonistes, je connais les dossiers, pour y avoir été fonctionnellement présent, pas tous. Thierry Herzog est mon ami. La perquisition incroyable qu'il a subie, c'était 3 étages au-dessus de mon bureau. Si vous voulez, puis le palais de justice, on parle beaucoup. Je connais tout ça. Deuxièmement, je n'aime pas Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais voté pour lui. Et si jamais il revient, le matou revient le jour suivant. Si jamais il revient, je ne voterai pas pour lui. Bien. Donc, soyons tout à fait clairs. Nicolas Sarkozy est victime d'un acharnement judiciaire hallucinant depuis qu'il a quitté l'Élysée, peut-être même avant d'ailleurs, et je vous informe, mais vous l'avez peut-être vu dans la presse, qu'il a une enquête préliminaire sur le dos pour l'usage de grosses coupures de 500 € que sa collaboratrice allait chercher. Ah, mais c'est pas normal, vous dit le PNF. Et puis, naturellement, on a mis Michel Platini en garde à vue. Pourquoi? Pour le confronter à Guéant pour un déjeuner qui a eu lieu à l'Élysée. On ne s'intéresse pas à la corruption sur la Coupe du Monde du Qatar. Ce serait fait depuis longtemps. On s'intéresse à la façon dont on pourrait impliquer Nicolas Sarkozy. Je dis que dans ces dossiers que je connais les sondages de l'Élysée, je connais Big Malion, très bien. Je connais cette fameuse affaire de corruption. J'ai connu l'affaire qui s'était traitée à Bordeaux, Bettencourt, etc. À chaque fois, il a été l'objet, à la demande de l'Élysée, qui en avait profité d'ailleurs avec l'affaire Cahuzac pour créer le fameux PNF, qui n'est une officine au service du pouvoir politique, d'expérience,
d'expérience. Depuis la loi de 90, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le fonctionnaire et le juge pénal, et j'ai enseigné, excusez-moi, je vous avais dit argument d'autorité, la responsabilité personnelle des décideurs publics à l'université Paris 2. Bien. Donc, il n'y a pas une affaire. Il n'y a pas une affaire. Reste silencieux. Politico-financière qui n'est pas de commanditaire. N'est-ce pas, monsieur Fillon, qui s'était précipité pour voir Jouillet en disant allez-y vite, et puis après qui s'est étonné que l'affaire des costumes lui revienne dans la figure. Je veux dire, c'était un prêté pour un rendu. Non. Ce que je veux dire, c'est que cette affaire, pour rester sur celle-là, ce qui est grave, si vous voulez, c'est que Nicolas Sarkozy a fait évoluer la loi française, évoluer la jurisprudence, mais pas comme chef de l'État, comme mis en examen et comme personne poursuivie. C'est-à-dire que le secret professionnel, d'abord dans l'affaire Bettencourt, où on enregistre un majordome indélicat, enregistre une conversation entre Mme Bettencourt et son avocat, et c'est produit par Mediapart d'abord, c'est produit, la Cour de cassation trouve ça magnifique. C'est M. Tournaire qui n'a jamais instruit autrement qu'à charge et jamais à décharge, au contraire de ce que la loi lui impose. C'est M. Tournaire qui, dans l'affaire de Libye, alors on vous dit Kadhafi, etc., ça fait 7 ans qu'il instruit, il n'a rien trouvé, il a quand même mis tout le monde en examen, sachant que, là c'est une petite incise, tous les épisodes de procédure sont en général articulés à des agendas politiques. La façon dont fonctionne ce parquet national financier, ce pôle financier, je considère qu'elle est indigne de la justice et que ces deux institutions devraient être dissoutes. Et pour terminer sur l'acharnement contre Nicolas Sarkozy, dans l'affaire Big Malion comme le reste, et si vous voulez, j'ai d'autres détails, j'en ai en pagaille. On sent que vous êtes pointu sur le sujet. Non, mais attendez, et là, faut quand même rappeler que Monsieur Tournaire avait lancé des filets maillants dérivants. C'est-à-dire qu'on met les gens sur écoute, on fait un président de la République, chef de l'opposition, à Monsieur Hollande, on le met... Mais ça, c'était l'obsession quand même de François Hollande, qui était obsédé par Nicolas Sarkozy. Obsédé par le retour, c'est une évidence. Et filets maillants dérivants, on l'a mis sur écoute pendant des mois. Et toutes les conversations avec son avocat, et vous savez pourquoi la Cour de cassation a dit, mais il n'y a aucun problème. C'est que dans elle n'a pas dit ça, en l'occurrence. Si. Elle a dit. La chambre d'instruction couverte par la Cour de cassation a dit que là maintenant l'ordonnance de renvoi dit il appartiendra au tribunal parce qu'ils vont peut-être changer. Bien dans le micro. Ils vont peut-être changer d'avis. Mais l'argument, je termine là-dessus. L'argument c'était, vous comprenez. Ces écoutes ont été faites entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Certes, mais Nicolas Sarkozy n'était pas encore mis en examen. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le juge se gardait bien de le faire, comme ça son enquête était parfaitement secrète, personne n'avait accès au dossier et il pouvait poursuivre. D'accord. Non, parce qu'on ne fait pas une plaidoirie là. Et puis on a beaucoup d'auditeurs qui sont en ligne. Martial, par exemple. Bonjour Martial. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à propos de la mise en examen, de la mise en examen de Nicolas Sarkozy et du renvoi devant le tribunal correctionnel ? J'ai 3 remarques à faire, l'une sur Nicolas Sarkozy, mais aussi et 2 autres sur l'orientation que nous sommes en train de prendre au niveau de nos institutions. La première, sur Nicolas Sarkozy, cet acharnement provient, d'après moi, de sa personnalité extrêmement clivante. Et d'ailleurs, l'un de vos invités le disait très justement. Il y a autant de personnes qui détestent Nicolas Sarkozy et qui veulent s'acharner sur lui que ceux qui l'adorent et qui, de toute manière, le voient en victime. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, moi, je pense que c'est un acharnement judiciaire dans la mesure où je crois que on est dans la continuité du mur des cons, où il était stigmatisé en permanence par la justice. Et par un syndicat, monsieur. Oui, mais un syndicat de magistrats. Non, c'est important. C'est important parce que Claire Théfault, la juge qui a pris la décision, appartient précisément au syndicat de la magistrature. Oui, mais ça reste quand même des magistrats. Donc des magistrats, même s'ils appartiennent à un syndicat et qu'ils se permettent de faire ça, mais permettez-moi, parce que je me pose beaucoup de questions sur la justice. Oui, mais je vais dans votre sens, au contraire. Vous avez parfaitement raison. Il faut préciser que c'est une juge qui appartient à ce syndicat. Voilà, exactement. Et ensuite, dernière remarque concernant Nicolas Sarkozy, moi j'aimerais quand même qu'on se pose la question si au bout de toutes ces affaires, on s'apercevait que Nicolas Sarkozy est innocent, ou du moins qu'on n'arrive pas à démontrer sa culpabilité, ça serait quand même dramatique que pendant plusieurs années, Nicolas Sarkozy ait vu sa réputation ruinée à ce point. Donc ça concerne Nicolas Sarkozy.
Ensuite, je m'interroge aussi sur la vision qu'a la justice de manière générale de notre République. Parce qu'en s'acharnant de telle sorte sur Nicolas Sarkozy, il ne faut pas oublier qu'on atteint quand même la fonction présidentielle. Et ces attaques ne font qu'affaiblir le statut, la fonction présidentielle. Et dans la société tellement clivée dans laquelle nous vivons, est-ce préjudiciable à notre démocratie ou pas? Je m'interroge là-dessus. Et enfin, ce que je voudrais relever, c'est l'action de plus en plus prégnante des autorités indépendantes et notamment la justice, qui ne se contentent pas de faire ce pourquoi ils ont été nommés, c'est-à-dire appliquer la loi, mais ils sont en train de créer la loi. Et je crains enfin que ce dernier point soit sanctué par la réforme constitutionnelle qui va être menée avec l'indépendance du parquet. Voilà. Merci Martial de votre intervention. On se retrouve dans un instant. Ça m'évitera une nouvelle intervention pour énerver Valérie. On se retrouve dans un instant avec vous et avec vos appels. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Y a-t-il un acharnement judiciaire contre Nicolas Sarkozy? On a Pierre qui souhaitait réagir. Bonjour Pierre. Bonjour. Je crois qu'il y a un point commun quand même entre l'affaire Balkany et l'affaire Sarkozy, c'est la colère des avocats qui voient la jurisprudence basée sur la loi et uniquement sur la loi remise en question. En effet, le peuple s'indigne toujours de voir que les sanctions ne sont pas basées sur la morale, mais elles sont basées toujours sur la loi. C'est-à-dire que du coup, ce matin j'écoutais encore Dupond-Moretti qui s'indignait et qui pensait que la sanction, par exemple, pour Balkany est bien supérieure à celle d'un justiciable qui aurait commis un crime. Mais moi je dis non. Au contraire, si derrière, demain, nous voulons que la société s'améliore, il faut bien sûr sanctionner ces hommes publics qui, eux, à mon sens, n'ont pas respecté la morale qu'ils auraient dû au moins respecter en tant que telle. Et donc du coup, ça permet et ça permettra aussi de remettre au moins en valeur la politique en tant que telle, alors que jusqu'alors, évidemment, avec toutes ces affaires, les gens ne veulent plus entendre parler de politique et du coup remettent plus ou moins en question la démocratie. Oui, c'est ce qu'on disait effectivement tout à l'heure. Mais bon. On va voir effectivement quand il sera renvoyé en correctionnel. Moi, je suis complètement d'accord. L'arrêt qui condamnait Alain Juppé était très sévère en disant quelqu'un qui était un élu, Premier ministre, aurait dû, etc., etc. Et puis il a eu cette condamnation. Rappelez-moi où il en est. Il est au Conseil constitutionnel, nommé par Emmanuel Macron. Allez, je voudrais qu'on dise quand même quelques mots de cette enquête de l'OCDE à propos du laxisme de nos profs, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est du laxisme, s'ils sont débordés, mais en tout cas, on se classe plutôt très mal. 72% d'enseignants qui disent qu'ils sont en mesure de tenir leur classe. 22% disent qu'ils sont bien préparés, donc on arrive assez loin derrière les autres pays. Donc ça veut dire quoi? Les profs français passent 10 minutes par heure à faire de la discipline contre 7 minutes dans les autres pays, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est assez sidérant. Et quand on voit que quand il y a, alors je vous cite juste un article du Figaro, quand un rectorat invalide la sanction prise par un collège, c'est-à-dire qu'il y a 4 élèves qui avaient été exclus parce qu'accusés de violence, et le rectorat a annulé la décision qui avait été prise par l'établissement. Donc là aussi, il y a un problème. Oui, mais les profs n'ont absolument pas été soutenus par leur hiérarchie face aux élèves et face aux parents. Parce qu'il y a quand même, il faut absolument citer et parler de la responsabilité des parents qui trop souvent, alors j'ai pas de statistiques, mais qui trop souvent donnent raison aux chers petits contre le prof qui a essayé de le rappeler à un comportement correct. Mais le gros problème, et je vous conseille le livre d'Anne-Sophie Nogaret, qui est une ancienne prof qui a raconté tout ça, c'est que, en tout cas jusqu'à la nomination de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation,
le conseil de discipline ne se réunissait jamais, y compris pour des faits graves, et tout le monde lâchait le pauvre prof face à la meute. Ouais. La part d'enseignants qui estiment réussir à calmer un élève bruyant ou perturbateur, en France, c'est 73,5% et le chiffre passe à 58,3% pour les profs débutants. C'est-à-dire que les débutants ne savent pas comment faire. Le Portugal, 97,8% des profs disent, eux, pouvoir mater les élèves perturbateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe en France ? En fait, c'est un sujet qui est complexe, protéiforme. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Judith sur la responsabilité sur toute la chaîne, notamment la responsabilité des parents. Aujourd'hui, plein de cas qu'on peut avoir tous quand il y a un dilemme entre l'autorité des professeurs et le petit bout de chou, c'est souvent le petit bout de chou qui a raison aux yeux des parents, que ce soit sur la question des méthodologies ou des notes. Donc on a tous une responsabilité en tant que parents. Oui. Au-delà de ça, je crois que... au-delà de ça, dans la classe, quand il y a des chahuts, visiblement, ils ne savent pas comment faire. Il y a deux choses. Il y a un laxisme, visiblement, un laxisme qui existe de la part du rectorat. Souvenons du hashtag pas de vague. Oui. Incroyable, il y a quelques semaines, qui montrait des situations hallucinantes de professeurs qui avaient été, on avait craché au visage de ces professeurs, ils avaient été tapés, insultés, et le rectorat ou les proviseurs qui disaient ne faisons pas de vagues. Donc il y a eu un hashtag qui a démontré qu'en réalité, il y avait probablement une faille d'autorité du point de vue du rectorat qui n'était pas derrière ces professeurs. Et au-delà de ça, il y a un dernier point qui est celui de la formation, qui a été évoqué par Jean-Michel Blanquer, qui est en train de réformer ça dans son projet de loi de l'école de la confiance pour réinstaurer davantage de pédagogie dans le premier degré et dans le second degré pour les professeurs qui vont devoir affronter, et je le dis de façon ce mot est incroyable. Oui, mais malheureusement, il va falloir dans certains cas affronter des élèves, et je précise, dernier point, que les élèves qui sont en général le moins aguerris se retrouvent dans les zones les plus compliquées. Les profs, vous avez dit les élèves, oui, ce sont les débutants qu'on met dans les zones difficiles. Les plus difficiles. Je voudrais juste vous lire le témoignage de Daphné qui dit « Je vous raconte mon expérience, je suis née en 63, collège en 6e à Vitrolles, nous étions des cancres, certes, mais nous avions l'autorité parentale, jamais nous aurions dit ou fait quelque chose aux profs. Mon frère né en 69, même collège, prof battu, raquette à la sortie, parents venant demander des comptes. Voilà le problème, l'autorité, quand les associations ou autres se mettent, c'est encore pire. Donc c'est des témoignages comme ça qui sont assez nombreux sur ce contexte général, à la fois de parents qui contestent l'autorité des profs qui ne sont pas formés. Pas d'argument d'autorité, promis. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Et là, je suis incompétent, je le reconnais. Parce que c'est un problème terrible. J'ai vu cette fameuse vidéo de cette professeure qui prend une gifle. C'est absolument épouvantable. Mais je pense qu'on est tous responsables, un petit peu, et on est tous interpellés par ça. Petites anecdotes. Je rappelle quand même que dans un collège de l'immédiate banlieue, on avait nommé un gendarme en retraite, parce qu'il avait fait un temps, on a nommé, alors je ne sais plus comment on dit, censeur ou proviseur, on ne dit plus comme ça. Surveillant général. Et moyennant quoi, les professeurs se sont tous mis en grève. Comment on nous met des gendarmes, on nous met l'armée chez nous? Alors, je veux dire, c'est quand même assez lamentable aussi. Je pense qu'il y a, effectivement, c'est une responsabilité collective, mais le danger de dire on est tous responsables, c'est que du coup, personne ne fait rien. Personne n'est responsable, je suis d'accord. On essaie de comprendre pourquoi on est aussi mauvais, pourquoi les profs n'y arrivent pas. J'entends bien. Je pense que le premier point, c'est effectivement, parce que c'est là où on peut agir le plus directement et le plus rapidement, c'est la formation des professeurs. Et parce que je me souviens d'avoir vu des reportages sur des formations spécifiques qui aident les professeurs à traiter ce genre de situation quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui est insolent, indiscipliné, voire violent. Et donc ça relève du ministère. Deuxième stade qui relève aussi du ministère, c'est d'être intransigeant et de demander au recteur d'être intransigeant. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Fin de la complicité ou du silence, fin du pas de vague. Après, troisième stade, effectivement, c'est vrai que les parents portent une grave responsabilité, parce que c'est vrai. Alors, ça n'était pas en 63, mais c'était même un peu avant. Jamais mes parents m'auraient soutenu contre un prof. Mais il y a aussi ce dont on parle assez peu, et le Parisien l'évoque très peu, c'est l'ensauvagement aujourd'hui des élèves. Le mot est fort, je l'emploie à dessein, c'est qu'on a des élèves aujourd'hui qu'on ne peut plus maîtriser. Quand vous avez des gamins qui mesurent 1m90 et qui menacent de vous frapper, qu'est-ce que vous faites ?
Non, et qui vous frappe. Et qui vous frappe en plus. Non, mais c'est vrai que nombreux sont nos auditeurs qui disent moi, ça serait jamais passé. Il y avait un respect de l'enseignant qui n'y a plus aujourd'hui. Donc, je pense que ça prouve qu'il faut qu'on trouve des solutions qui ne sont pas de dire simplement on va déplacer, on va le mettre dans la classe d'à côté ou non, il faut de la fermeté, il faut proposer des solutions et que les établissements suivent et le rectorat. Et dire qu'un élève qui frappe un professeur, c'est un comportement délictueux et donc ça doit appeler une réponse qui n'est pas simplement de le changer d'école ou de le changer. Ça, à l'évidence, ça ne suffit pas. Merci à tous les quatre. Une émission passionnante et très animée. Merci à vous. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff et nous, on se retrouve demain à 10h.